Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce tout premier numéro de décryptage qui aborde une thématique un tout petit peu complexe et délicate. Comprendre justement les conditions de libération et de la survie de Gbagbo et la perspective d'une repentance. Je l'ai dit à l'entame, au-delà des lectures passionnées, des lectures géopolitiques et géostratégiques, nous allons y mêler ce matin, de la socio-anthropologie et même de la métaphysique qui sert. Vous aurez le temps de comprendre tout ceci avec le docteur Raymond Asogba. Il est socio-anthropologue et biologue. Avec lui, nous tenterons davantage de lire la survie et les perspectives de repentance de l'ancien président de la République ivoirienne, Laurent Gbagbo, libéré vendredi dernier. Face à lui, Morgan D. Asogba Metodi, toujours en partage, le patronyme Asogba. Le savent-ils avant cette invitation? Non. Il est spécialiste des relations internationales. Morgan Asogba Metodi, bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, docteur Raymond Asogba. Oui, bonjour, monsieur. D'abord, on ne savait pas que c'est un face-à-face. Je salue les téléspectateurs et les téléspectatrices d'Eden TV. Eh bien, ce match entre Asogba se jouera justement autour de sujets que je vous soufflais tantôt. Nous tenterons de comprendre non seulement les conditions de libération des deux cadres politiques ivoiriens, de l'ancien président de la République Laurent Gbagbo et son ministre Charles Blé Goudé, et les conditions de la survie du président et les perspectives de repentance. Je vais commencer d'abord par vous, par l'internationaliste Morgan Asogba. Alors, dites-nous, rappelez-nous, puisqu'on le sait déjà, rappelez-nous quelque peu quels ont été les contextes qui ont conduit à cette libération. Et bien évidemment, les, je dirais, bien rigides conditions imposées ou exigées à leur libération. Merci bien, monsieur le journaliste. Contextes qui ont conduit à cette libération. Lorsque vous partez déjà de l'inculpation qui a été faite, il s'agit de crimes contre l'humanité, et vous regardez un peu... Oui, vous regardez un peu la définition de ce qu'on appelle crime contre l'humanité. Il s'agit des crimes qui sont commis de façon délibérée. Voilà, crimes commis, brimade des droits fondamentaux, mais de façon délibérée. Alors, on regarde le contexte dans lequel le président Gbagbo et son ministre Blé Goudé ont été amenés à la Cour pénale internationale. On se demande si le contexte permet effectivement de parler de crimes de façon délibérée. Voilà déjà le premier point qui pourrait de façon très simple expliquer l'acquittement qui a déjà été prononcé par les juges, parce que à la suite de ce caractère plus ou moins discutable de l'inculpation, on peut dire que le passage d'environ plus de 80 témoins n'ont pas su convaincre le jury. Justement. Voilà. Maintenant, l'acquittement et ensuite la libération conditionnée. Alors, lorsque vous remontez au droit, quand est-ce qu'il faut parler de libération sous condition? On parle de libération sous condition déjà lorsqu'il y a condamnation. Pour être libéré de façon conditionnelle, il faudrait déjà que vous soyez condamné et que ce soit une façon spécifique de purger votre peine. Et lorsqu'on regarde le caractère d'acquittement, qui signifie que la personne, on ne reconnaît pas les faits qui lui sont reprochés, donc la personne n'est pas coupable, aucune charge ne pèse sur cette personne. On vient à se demander si les juges ont effectivement raison de parler d'une liberté sous condition. D'où le caractère politique que certains trouvent à cette liberté sous condition du président et de son premier ministre. Docteur Raymond Asogba, quelles sont selon vous les motivations à l'affrontement qui a généré au fait cet emprisonnement et maintenant pour qu'on en soit à cette libération? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je voulais rebondir à partir de l'analyse de mon vis-à-vis. Bien sûr qu'il n'y a pas eu libération, c'est un acquittement. Et si c'est un acquittement, cela voudrait dire que ces 8 ans constitue-t-il une perte de temps dans la vie de Laurent Gbagbo?
est-ce que c'est une vacuité politique ou bien véritablement il y a à creuser pour comprendre ce qui est en jeu? C'est à partir de là que nécessairement c'est l'histoire qui peut nous aider à comprendre ce jeu. Et à partir de ce moment, de ce postulat, il faut comprendre que le sociologue a essayé d'interroger l'histoire des motivations qui ont conduit Laurent Gbagbo à la Haye. Vous allez découvrir que ce fut l'affrontement entre Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara au cours des élections de 2010 jusqu'à 2011 qui ont amené justement la victoire de l'un sur l'autre. Mais ici, quelles sont les raisons qui ont amené à cet affrontement? Il faut remarquer que depuis 1972-79, Laurent Gbagbo, en entrant en politique, a écrit un livre sur Soundiata, l'épopée Mandingue. Et dans ce livre, il a choisi le personnage de Soundiata, un personnage historique, comme vous voyez, symbole de son entrée en politique. Comme une sorte d'incarnation. Donc c'est une forme d'incarnation. Il a incarné le personnage de Soundiata. Et cela corrobore ce que les historiens comme Joseph Kisebo ont eu à le remarquer. En fait, les rivalités en Afrique pendant les conflits semblent faire ressurgir les rivalités anciennes entre prétendants au trône dans les empires. Et ici, Laurent Gbagbo nous a donné l'occasion de découvrir que lui, il a tenté d'incarner Soundiata Keita. Donc c'est l'irruption justement de ce personnage dans, en fait, la politique ivoirienne. Et Gbagbo a pensé toujours qu'il est au travail. En faisant la politique, il a tenté de participer à un travail de transformation des relations politiques dans lesquelles était engagé son pays. Et son vis-à-vis Alassane Ouattara, qu'il a combattu, est quelqu'un dont le nom même était un projet politique pour l'ancien empire de Congo. Alassane veut dire splendeur, un astre dont l'illumination, dont la lumière ne peut être ternie par personne. Et cela est une prophétie que nous avons découverte dans l'histoire de l'empire de Congo dans les années 1700, lorsque cet empire a été détruit par Samori Touré en 1897. Les sages, les marabouts se sont réunis et ils ont pensé donc que Congo va resplendir dans 100 ans. Et le sociologue anthropologue que nous sommes, en faisant la recherche, nous avons ajouté 100 au 15 mai 1897 et nous avons découvert que à partir du 15 mai 1997, la prophétie de Congo s'est mise en place et a commencé par se dérouler. Et donc vous voyez la récurrence a commencé à prendre corps. Voilà, l'histoire, donc les personnages de l'histoire ont commencé donc par rejaillir dans les querelles de la boucle ivoirienne, de ces querelles, etc. Donc il faut comprendre donc à ce niveau que c'est l'ambiance, il y a eu une ambiance entre les deux, l'ambiance anti-Ouattara, le tout sauf Ouattara. On a parlé, si vous interrogez la vie politique ivoirienne, on a parlé du dialogue impossible entre les frères ivoiriens. Vous voyez un peu, parce que ce sont des politiciens d'un même pays, mais l'ostracisation, la stigmatisation, par exemple, d'Alassane Ouattara va jouer le jeu, vous voyez, du conflit. Lorsque Gbagbo dit « je suis au travail » et qu'il utilise l'article 35 pour régler certains problèmes comme celui de Houphouët-Boigny, c'est-à-dire plus que jamais, il ne faut plus un président qui dure 30 ans, 33 ans au pouvoir, et régler le problème de Henri Konan Bédié, c'est-à-dire faut faire sauter le verrou, non, le ressort de la transition assurée par le président de l'Assemblée nationale. Sans oublier l'équation de l'ivoirité. Oui. Et puis, troisièmement, oui, qui a généré l'ivoirité de sa part. Et justement, le troisième problème que Laurent Gbagbo a pensé régler, c'est justement que
un étranger vienne, selon lui, parce que c'est ça l'ambiance anti-Ouattara. Quelqu'un dont on doute de l'identité vienne prétendre à la présidence ivoirienne. Voilà un peu les conditions qui vont durer, je vous assure, tout de 1989 jusqu'à 2002, des années de dialogue impossible. Et donc, voilà un peu les conditions, parce qu'ici, il s'agit de comprendre, Donc, il faut chercher les raisons que les protagonistes se sont données jusque-là. Et voilà que, justement, c'est Ouattara qui prend le pouvoir en 2011, et puis Laurent Gbagbo se retrouve à La Haye. Il fait 8 ans de procès international, et la communauté internationale la quitte. Et nous pensons que à partir de ce moment, il faut s'interroger pour se demander, mais est-ce que ce sont 8 ans perdus ou bien ce sont les conditions de sa survie, de sa survie et qui sont ainsi mises en place et dont il faut retrouver les raisons dans l'histoire politique de la Côte d'Ivoire. Très bien. Alors, Morgan Diasogba, dites-nous, quels sont selon vous, ou je vous laisse réagir d'abord par rapport à la lecture du biologue, du socio-anthropologue biologue. Sinon, j'allais vous demander au fait, quelles sont les implications de cette libération sur la politique extérieure de la Côte d'Ivoire et du continent africain? Merci. Effectivement, je vais répondre à cette question qui est très très importante, effectivement. Et rebondir aussi, si vous le permettez. Bien sûr. Voilà. Lorsqu'on parle de la sociogénèse de cette situation politique, sinon du président Gbagbo en relations internationales, on n'ira pas jusqu'en 1989 comme vous, mais on va commencer par observer la situation à partir de 2002. Déjà, lorsqu'on écoute des journalistes qui ont écrit suffisamment sur la Côte d'Ivoire comme David Mogé et Fanny, j'oublie son nom de famille, mais lorsqu'on écoute David Mogé, la crise a commencé à partir d'une tentative de coup d'État qui a eu lieu en 2002. Et ensuite, on voit trois équipes. L'équipe Bédié, en 93 déjà, on a l'équipe Ouattara, Gbagbo, tout juste après la mort du président Boigny, qui est parti et a créé ces trois équipes déjà politiques. Ensuite, on voit Gbagbo qui est élu d'une certaine façon, mais contesté. Mais ce qu'on ne nous montre pas directement, mais qui s'est révélé récemment, c'est que la France était suffisamment impliquée dans ce qui se passait en Côte d'Ivoire à cette époque-là. Et la France n'était pas pour un certain Gbagbo, d'après les révélations qui ont été faites. Alors, comment est-ce qu'on en est arrivé là? On voit le quotidien Libération qui, à un moment donné, parle de faux complots en Côte d'Ivoire, alors qu'il y a eu effectivement tentative de coup d'État. Et selon les révélations, cette tentative est partie du Burkina d'à côté, qui était sous le contrôle du président Compaoré à l'époque, qui est aussi bien utilisé, d'après les révélations, par les Français. Alors, on parlera ensuite de passer à une élection. Mais pour passer à cette élection, il faut un désarmement. Il y a eu un rapport des Nations Unies qui ont révélé à l'époque où il fallait aller à ces élections que, au lieu de désarmer, les partis plutôt se réarmèrent et qu'il fallait sanctionner les commandants. Alors, ce rapport, il paraît qu'il n'a pas été pris en compte par le Conseil de sécurité. Et tout juste après quelques temps, on voit un nouveau rapport qui est fait par d'autres experts. Et ce rapport dit simplement que oui, il faut aller aux élections et que tout va bien. Alors, on va aux élections. Qu'est-ce qui se passe? On dit que les élections doivent être supervisées par la communauté internationale. Qu'est-ce qui se passe? On se rend compte que la Cour constitutionnelle déclare que Gbagbo a gagné. Et on se rend compte aussi sur le terrain, lors de l'observation du déroulement de ces élections, que les experts de l'ONU sont beaucoup plus concentrés sur l'ouest
de la Côte d'Ivoire où se trouve actuellement, disons, où se trouvait le fief de Gbagbo, mais tout ce qui se passait au nord, qui était sous un autre contrôle, n'était pas pris en compte. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On a la communauté qui demande que non, on ne peut pas proclamer ce genre de résultats, et la communauté dit plutôt que c'est Ouattara qui a remporté. Voilà une situation de crise qui est posée, parce qu'on est là, on parle de deux peuples, on parle d'un même peuple, mais qui est divisé en deux camps. Qui va accepter? On inculpe Gbagbo parce que là, jusqu'à cette époque, il n'y avait pas de base légale pour envoyer le président Gbagbo à la CPI. Parce que la Côte d'Ivoire ne faisait pas forcément partie de cet accord qui instaurait la CPI. Donc, l'absence de base légale a mené des tractations qui ont duré pratiquement une année. Et finalement, on a trouvé une solution pour amener le président Gbagbo à la CPI. Ce qui fait que lorsqu'on regarde ce contexte qui a été dessiné, on a tendance à privilégier l'idée selon laquelle la culpabilité du président Gbagbo par rapport aux crimes qui ont été commis, parce qu'on avance particulièrement le bombardement d'Abobo, d'une partie du marché d'Abobo, un bombardement qui, selon les enquêtes, n'a pas réellement eu lieu. Il a découvert des fausses communes. Des fausses communes. Il semble qu'il y a eu découvert de fausses communes. Maintenant, la véracité reste... C'est vrai, je fais une analyse sur la base des informations qui parviennent, effectivement, et vous avez des informations qui viennent en contre-expertise d'autres informations. Mais lorsqu'on pousse un peu plus profondément, c'est difficile d'établir que c'est le président Gbagbo, sinon c'est le camp Gbagbo qui est responsable des atrocités qui ont eu lieu. Effectivement, il y a eu des crimes. Donc maintenant, je vais simplement revenir à la question politique. C'était juste pour appuyer l'explication du docteur. La question politique est effectivement celle qui amène à ce qu'on ait même l'impression d'assister à de la politique dans une instance de droit, une instance de justice. La CPI aujourd'hui semble être plus politique que juridique, parce qu'une institution juridique est censée de dire le droit, de se baser sur des faits légaux pour prendre des décisions. On décide de libérer quelqu'un qui n'est pas condamné sous condition, comme s'il était condamné. Alors, l'implication politique de la libération de Gbagbo, si elle est immédiate et totale, c'est qu'il y a une forte possibilité que ce dernier rentre au pays. Nous allons déjà prendre note du fait qu'il y a eu le président Ouattara à un moment donné a compris qu'il fallait libérer certains proches du camp Gbagbo. Oui. Il l'a fait. Nous avons déjà connaissance du fait qu'il y a des dissidences au sein même du camp Ouattara, ceux qui ont fait partie de ce camp Ouattara. Et ce climat laisse prévaloir une certaine prise de conscience qui ne va pas dans l'intérêt du Gbagbo. Et lorsque vous élargissez un peu cette prise de conscience, vous allez vous rendre compte qu'il ne s'agit pas juste de la Côte d'Ivoire. Il y a quelque chose d'impressionnant qui se passe actuellement en Afrique. Et cela touche, vous regardez l'Union européenne qui est en crise sociale. Les leaders de l'Union européenne semblent s'entrechoquer entre eux. L'Italie qui déclare une certaine guerre technique, diplomatique à la France, et bien d'autres. Et vous voyez, lorsque vous étudiez cette situation, l'Afrique est en train de se rendre compte de façon manifeste de son potentiel. Le leadership est en train de se rendre compte que le peuple africain en général et le peuple ivoirien en particulier prend conscience du fait de son potentiel et veut que les choses aillent dans une direction qui n'est pas forcément la leur, obligeant les dirigeants qui, entre griffes, sont sous, du moins la directive des leaders externes, parce qu'il y a des contrats secrets dont on ne connaît pas le contenu. Il y a des lobbies. Exactement. Étaient amenés à avoir un comportement donné. Mais le comportement se heurte aujourd'hui à une prise de conscience sérieuse de la population. Donc c'est mais cet éveil ne pourra grand-chose face aux obstacles que constituent les tests.
Effectivement. Et les grandes instances, les rigides instances érigées, j'allais dire, par cette puissance internationale. Oui, c'est compréhensible lorsque le camp est solide. C'est-à-dire lorsqu'il n'y a pas déjà un petit conflit au sein de ce camp qui est en train d'imposer ce système. Mais lorsque vous regardez le schéma de la communauté internationale aujourd'hui, vous regardez ce sentiment de nationalisme qui est en train de naître un peu partout, aux États-Unis, en Chine, en France, au Brésil. Vous voyez que chacun se préoccupe de ce qui se passe plus chez lui que de ce qui va se passer sur le plan international directement. Je veux dire quoi par là? Je veux dire que lorsqu'on est confronté au peuple qui prend une certaine disposition, il est difficile de continuer dans cette logique. Voilà. Je reviens à vous tout à l'heure, Morgane, Dr Raymond Assogba. On va poursuivre toujours la lecture des symboles. Oui. Cette fois-ci. Oui, le grand symbolisme, c'est que nous sommes au 3e millénaire. Et actuellement, c'est le premier cycle de ce millénaire qui a commencé. Et donc, il faut comprendre, tel que vous le dites, que le monde est en déconstruction. Et le monde est déconstruit depuis. Et aujourd'hui, il revient en fait à chaque élite nationale d'élaborer les conditions de sa souveraineté, de son indépendance. C'est ce qu'a bien soulevé dans son questionnement le géostratologue, si je peux le dire ainsi. Mais c'est ce aussi qu'il faut comprendre, c'est que les faits politiques ne sont que des paravents. C'est du vent qui cache des alibis. Oui, ce sont des alibis. Parce que vous allez remarquer à travers tous les siècles, c'est le même schéma, l'affrontement. C'est le même schéma des leaders qui s'affrontent et qui ont derrière eux des groupes appelés partis ou mouvements. Et ils utilisent les lois contre l'intérêt des peuples, au nom des peuples, et on ne sait finalement pourquoi. Quand vous découvrez ces acteurs-là, comme les Mobutu ou autres qui ont des milliers d'agents. Puisque Morgane parlait tout à l'heure d'une prise de conscience, il va falloir que ces peuples-là prennent conscience et cessent d'offrir ces arguments à ces grandes puissances. Lorsque vous parlez du peuple, c'est diffus. Ce qui est important, c'est d'interroger la conscience et la conscience de la jeunesse. Et justement, les symboles permettent de faire une lecture. C'est pourquoi justement ce décryptage, en fait, c'est pour essayer d'amener les téléspectateurs, téléspectatrices à échapper à la passion que déclenche la libération ou l'acquittement de Laurent Gbagbo. C'est aussi ça. Parce que quand vous voyez et sur le plan national, dans le pays, vous avez senti que les énergies qui ont été réveillées, je le disais en 1979, les énergies que Laurent Gbagbo a réveillées pour aller à la conquête du pouvoir en 2000, ces énergies-là qui ont dormi un peu se sont réveillées. Or, vous savez, l'acteur politique qui prend le pouvoir, il va chercher une énergie quelque part. Et la difficulté pour lui, c'est de faire dormir ces énergies-là. D'où l'importance du symbolisme pour comprendre derrière les faits symboliques que, en fait, et c'est ce que je le souligne, en sciences, les historiens ont pu décrypter. C'est-à-dire que ce n'est pas la première fois que l'affrontement entre Gbagbo et Ouattara a eu lieu. Cet affrontement a eu lieu déjà dans l'empire du Mali, entre Soundiata Keïta et Soumaoro Kanté. Donc il faut relire l'histoire aujourd'hui pour comprendre. Et Gbagbo lui-même s'est identifié à Soundiata. Mais ce qu'on va constater, c'est qu'il a été vaincu. Donc il s'est identifié à un symbole, à un personnage dont il fut le contre-modèle. C'est-à-dire, plutôt il est Soumaoro Kanté, c'est-à-dire celui qui a été vaincu. Vous voyez un peu. Et les historiens ont montré aussi que dans l'empire de Conque, en 1700, Sékou Ouattara a vaincu la série Bambara. Et vous allez découvrir donc Alassane est son grand-père, le petit-fils de Sékou Ouattara. Donc Alassane dérive de cette lignée-là. Mais vous allez l'anthropologue et le sociologue ont découvert qu'en fait, la série Bambara, vous prenez les deux lettres LG, corrobore Laurent Gbagbo.
C'est ça les archives secrètes. Vous allez découvrir donc qu'en fait, aujourd'hui, et c'est pourquoi j'ai posé la problématique justement de comprendre que ces 8 ans de Gbagbo passés à la Haye constituent un temps perdu. Mais vous allez découvrir ce sont les conditions de sa survie. C'est-à-dire faire la prison pour survivre. Parce que Alassane Ouattara, en 2011, eut tué Laurent Gbagbo. Vous savez que dans ces circonstances-là, il pouvait trouver tous les prétextes pour justifier sa mort. Mais si Gbagbo mourait en 2011, ça veut dire que la guerre, là, leur affrontement est programmé encore pour le futur. Vous comprenez un peu? Dans 300 ans peut-être. Mais Ouattara, en préservant la vie de Laurent Gbagbo, il a rompu, il semble rompre avec la fatalité de l'affrontement. Il semble dire, assez, nous n'allons pas continuer cet affrontement, vous voyez, et historique, en faisant mourir des innocents. Est-ce que aussi ceux qui meurent sont-ils aussi innocents que ça? Parce que, vous savez, les énergies dominatrices, les énergies leaders retrouvent toujours les énergies supporters. Vous comprenez un peu? Donc c'est pourquoi nous découvrons que Gbagbo vit aujourd'hui parce que Ouattara, connaissant l'histoire, a refusé de tomber dans la fatalité. Il a préservé sa vie. Et je pense que, vous voyez, c'est de l'ordre de l'absurde. La politique ne peut pas le comprendre. Vous comprenez un peu. Mais, dites-vous que ce n'est pas la France, ou disons la même France qui a fait arrêter Gbagbo, si vous voulez, puisqu'elle a participé, mais c'est la même France là qui a aidé Gbagbo à prendre le pouvoir en 2000. Ouais, c'est le Parti socialiste français qui l'a aidé à prendre le pouvoir. Donc, lorsque nous faisons les analyses géostratégiques, soyons vigilants. Interrogeons les relations, pas atypiques, mais ce que nous on appelle en sociologie les régularités sociologiques. Quels sont justement ces faits-là qui reviennent? C'est la même France. Et vous allez voir aujourd'hui, et c'est important de le souligner sur le plan de la géostratégie. Aujourd'hui, les Américains viennent de se retirer du traité et sur les missiles lanceurs et équipements et du pacte qu'ils ont signé avec l'Union soviétique en 1987. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, et c'est là où l'élite politique est interpellée, là où vous ne vous entendez pas, mais et que vous donnez l'occasion à la communauté internationale d'agir chez vous, la communauté internationale vient avec les intérêts des grandes puissances qui vont vous vendre les armes et vous allez vous entretuer alors que eux, et ces puissances-là, elles s'intéressent à vos richesses. Au sous-sol. Elles creusent le sous-sol, etc. Et ce schéma-là, nous l'avons connu depuis la décolonisation. Est-ce qu'il n'est pas temps de mettre un frein à ça? La problématique demeure. Mais ce qui est intéressant de comprendre aujourd'hui, l'acquittement de Laurent Gbagbo... Il faut disposer des armes et il faut être prêt pour. Mais si vous n'êtes pas prêt, ils vous vendent les mercenaires. C'est cela. C'est aussi ça. Et c'est l'une des raisons avancées. Et les commandos, comment on les a appelés, les commandos qui tuaient les gens, les escadrons de la mort du temps de cette guerre-là, les mercenaires qui sont recrutés pour conduire les avions qui ont bombardé et certaines villes qui ont eu à violer et les différents pactes qui ont été, ou les accords qui ont été signés, autant de situations, un imbroglio qui est tel qu'aujourd'hui, il faut une conscience éclairée pour ne plus traiter les faits politiques seulement isolés des autres causalités sociologiques, historiques, anthropologiques, économiques et autres. Ne voyons pas, parce que c'est là aussi qu'il faut interpréter les géostratologues. Ne restez pas seulement par rapport à la manière, je vais dire, dualiste de faire les analyses des Occidentaux, qui tout de suite stéréotypisent les réalités africaines qui sont plus profondes que ça. Aujourd'hui, il faut dire que en Côte d'Ivoire, il faut comprendre que 8 ans de prison pour Laurent Gbagbo, du point de vue de l'anthropologue, du sociologue, du bolog, parce que nous manipulons les chiffres,
nous manipulons les chiffres pour écouter leurs messages. Il faut comprendre que il faut échapper à la passion. Parce qu'aujourd'hui, les mêmes énergies qui ont été calmées, qui ont été apaisées en 2011, ces mêmes énergies ont commencé par se réveiller. Donc, ce qui veut dire que, est-ce qu'on va vers un autre chamboulement? Ce qui est important, c'est de comprendre que, et en dépit de tout ce qu'on peut reprocher à Alassane Ouattara, je ne parle pas de l'homme d'État, mais je parle du leader politique qui a vécu l'ambiance anti-Ouattara, c'est-à-dire qui s'est senti stigmatisé et qui a compris que beaucoup de gens se sont identifiés à lui parce qu'ils se sont sentis stigmatisés. Aujourd'hui, moi, en tant que sociologue, anthropologue, ébologue, je comprends que il a préservé la vie de Laurent Gbagbo, un adversaire qui vient de l'histoire, un adversaire qui a combattu son aïeul, et il a évité la fatalité de le tuer. Parce que s'il avait tué, vous allez découvrir que cette guerre reviendra encore. Donc aujourd'hui, je pense que les Ivoiriens peuvent échapper au recommencement. Ah oui, et cette dynamique-là, on peut la changer, on peut la transformer pour en produire de nouvelles institutions pour la Côte d'Ivoire et l'Afrique de l'Ouest. Parce qu'en fait, il faut comprendre aussi que les institutions utilisées sont les institutions régicides françaises. Le président de la République, l'Assemblée nationale, etc., sont des institutions régicides françaises dont nous avons hérité, mais que nous maintenant, nous avons le devoir en tant qu'élite de penser maintenant par rapport à nos Joamo, à nos valeurs institutionnelles d'ici, et faire une sorte de synthèse, une sorte en empruntant ce qui est possible, ce qui entretient la vie. Parce que, et je vais finir par là, dans le pays vaudon, il n'y a pas la guerre. Vous comprenez un peu? C'est la vie, l'amour qui est mis en jeu. Parce que le vaudon ne fait que... la pensée du vaudou nous apprend que dans cette sphère-ci, on fait la politique pour préserver la vie. On ne fait pas la politique pour tuer. Très bien. Merci, docteur Raymond Assogba. On va y rester justement. Morgane Assogba, dites-moi, le cynisme comportemental et en partage au niveau de la communauté internationale que vous avez évoqué, que nous suivons tous depuis quelques années, tend à faire des émules. Même au-delà de la Côte d'Ivoire, vous l'avez suivi, le rebondissement dans l'affaire au sommet de l'État vénézuélien. Justement, à qui profite cette chienlit entretenue aujourd'hui par ces lobbies, ces puissances internationales? Voilà une question à plus de $1000. Hein. Oui, vous m'excusez. À qui profite cela? Déjà, je vais partie d'un principe simple qu'on nous apprend en relations internationales, c'est que les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Ce qui justifie leur soutien ou non à un certain leader à un moment T ou non. C'est-à-dire aujourd'hui, les États-Unis peuvent vous soutenir, vous amener au pouvoir et demain se rendre compte que vous ne défendez plus ses intérêts, donc soutiendront le groupe rebelle, identifieront quelqu'un pour le faire. Ce que je veux dire... par là, pour répondre à votre question. Il y a quelques années, c'était plus soyé. C'était difficile à lire. Exactement. Mais maintenant, c'est laissé à la portée de tout le monde, du profane internationaliste. Effectivement. Pourquoi est-ce que c'était plus difficile à lire? Parce que c'était mieux organisé. Et que ces puissances s'entendaient. C'est-à-dire, les puissances s'entendaient et voyaient leurs intérêts. Chacun, c'était moi, voilà. La Côte d'Ivoire, c'est pour moi. Toi, occupe-toi. Je te laisse le Ghana. Et les peuples africains aussi, et les leaders africains jouaient le jeu. Ça devient difficile. Adhérer et endosser. Voilà, tranquillement. Quand on voit Houphouët-Boigny, lorsque vous regardez, vous savez, la plupart de ces leaders étaient formés au niveau de ces puissances-là. Et lorsque vous faites une petite enquête, vous pouvez vous rendre compte... Vous fabriquez. Je ne voulais pas utiliser le terme, mais effectivement, c'est un peu ça. Lorsque vous faites une petite enquête, vous vous rendez même compte que la plupart de nos leaders ont souvent une double nationalité. C'est-à-dire, vous vous retrouvez avec un président d'un pays qui a la nationalité d'un autre pays, qui est américain.
Donc, imaginez qu'il y a conflit d'intérêts. Il est citoyen américain, mais il est votre président. Ou si tel n'est pas le cas, on lui place une première, deuxième dame. Exactement. Cela profite directement aux puissances impliquées. Quand vous prenez le cas du Venezuela, vous voyez les intérêts des États-Unis sont là correctement. Et les États-Unis, en relations internationales, c'est beaucoup plus votre capacité économique et du moins militaire qui donne la puissance à votre décision. Vous ne vous soumettez pas forcément à ce que les autres disent, c'est-à-dire vous vous permettez de démontrer votre puissance. Et les gens ne font que constater. Donc, cela profite aux puissances économiques et militaires qui font le jeu. Parce que lorsque vous observez le Conseil de sécurité, c'est pas pour rien qu'ils ont le veto. C'est parce qu'elles estiment ces puissances qu'elles font partie de celles qui doivent prendre les décisions pour le monde entier. Donc, ça fait qu'il y a une redéfinition de ce système qui rend la chose beaucoup plus flagrante. Les grandes puissances entre elles ne sont plus vraiment d'accord. Il y a l'émergence de nouvelles puissances, aussi bien économiques que militaires. Il y a des alliances qui se forment, qui font que il y a des soutiens qui viennent de certaines autres puissances, grandes puissances, pour des petites puissances, ce qui redéfinit ou redessine la situation géopolitique. Et cela profite aux grandes puissances, simplement. Aujourd'hui, le profit est en train de changer. Du moins, le degré de profit est totalement touché. Regardez la France qui subit aujourd'hui les gilets jaunes. On se demande comment est-ce que la France... Pas seulement les gilets jaunes. Pas seulement les gilets jaunes. Les foulards rouges et les stylos rouges. Même les bics violets. En fait, ils n'ont plus cette facilité à rebourrer leur économie qui permet de subvenir à certaines dépenses et cela crée un dérangement et ils doivent repenser à leur stratégie. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi la plupart de cette puissance ont effectué des visites récentes en Afrique. On a vu le Chinois descendre, on a vu la France descendre, on a vu l'Allemagne descendre, mais il y a longtemps que ces dirigeants se sont déplacés eux-mêmes. En général, ils envoient des émissaires. Mais là, ils se sont déplacés parce que la donne change. Parce que les enjeux se précisent. Exactement. Je vous invitais tout à l'heure sur le cas vénézuélien. On va y revenir pour voir si c'est vraiment de la politique à l'international qu'il est question ou de la pagaille au sommet d'une nation. Si les puissances internationales ont raison justement de soutenir le président de l'Assemblée nationale, Juan Guaidó, qui aujourd'hui se voit presque président, enfin, si les élections ne sont pas organisées à temps. On pourra y consacrer notre numéro de décryptage. Docteur Raymond Assogua. Oui, et on s'interroge sur l'évolution des idées politiques, des institutions. Les puissances s'entendant-elles mieux pour mieux nous exploiter, faire les choses dans les règles de l'art, alors qu'aujourd'hui, vous avez vu comment Kadhafi a été tué. C'était un spectacle sur les chaînes de télévision. Il a été tué en direct. Mais pourquoi? Il faut comprendre qui sur ce continent aurait valu quand même des années de procès à la Cour pénale internationale. En principe, on n'a pas vu. Et Obama était là, quand même, qui week-end. Mais les précurseurs, mais les véritables précurseurs sont encore libres de tout mouvement. Et même ça gagarise comme... je ne sais pas, intellectualité de leur pays. Non, il faut comprendre, et c'est aussi cela. Le zodiaque roule. Vous oubliez justement que l'homme n'est qu'une valeur numérique des énergies. Vous voyez un peu. En fait, le droit évolue. Pourquoi le droit évolue? Le droit évolue parce que la conscience est en expansion. Et donc, il y a des énergies qui font irruption dans notre sphère, sur Terre. Ces énergies se réincarnent pour proposer un avancement des choses. Et je vous donne un exemple. Et c'est moi cette compréhension qui m'a permis de dépassionner et ma vision du conflit armé ivoirien. Parce qu'au départ, tout de suite, on prend fait et cause pour Gbagbo. Parce qu'on se dit, ouais, c'est la France, etc. Or, entre-temps, le droit a évolué. Ou des mouvements nationaux de libération
pour promouvoir, vous le savez, l'indépendance des territoires encore sous régence de l'ONU, confiés à des pays comme l'Angola et autres. Mais au niveau des droits, beaucoup ne le savent pas. La rébellion est devenue un droit de l'homme. Beaucoup ne le savent pas. La rébellion dans le droit international humanitaire, partie du droit public international, la rébellion est devenue un droit de l'homme aujourd'hui. Et pour être reconnu comme une rébellion, il y a des critères. Et ce sont ces critères que ceux qui ont attaqué la Côte d'Ivoire se sont organisés à faire voir les éléments, ce qui leur a permis donc d'être reconnus par les organisations régionales, sous-régionales et internationales. Cela, il faut le comprendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est en Afrique que nous ne pensons pas. Non, j'ai dit, est-ce que nous ne pensons pas? C'est en Afrique que vraiment il y a un problème de cette élite. Et vous l'avez souligné, nous avons des présidents qui ont double nationalité, dont le président n'est qu'un mercenaire. Oui, c'est ça. Ensuite, des gens qui mettent leur fortune à l'extérieur. Alors qu'en Europe, vous allez voir, les Européens ont choisi la Suisse comme pays où on met les fortunes. Et vous allez là-bas emprunter de l'argent pour développer votre pays. Bon, voilà, donc ça veut dire que, oui, les Européens, ils pensent leur vécu et ils valorisent cela. Vous comprenez un peu. Mais nous, en Afrique, en tant qu'intellectuels, lorsque nous prenons le pouvoir, tout de suite, vous voyez que celui qui prend le pouvoir, il se met à stigmatiser ceux qui l'ont aidé à prendre le pouvoir. Ou bien, il détourne l'objectif de satisfaire les besoins des peuples vers d'autres objectifs. Et tout le temps, vous allez découvrir que l'administration n'est pas utilisée, vous voyez, à changer les choses. Et depuis 1960, regardez, c'est toujours problème d'eau, problème d'électricité, problème de puces rurales. Il n'y a pas de changement. Et la jeunesse est oubliée. La jeunesse est sacrifiée, alors que si la situation est équilibrée aujourd'hui au niveau de l'ONU, du Conseil de sécurité, mais la jeunesse chinoise, par exemple, les Chinois savaient depuis plus de 300 ans qu'il faut tourner le monde à gauche. Et ici, ils sont préparés. Et donc, c'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez les jeunesses chinoises qui se réveillent, les jeunesses brésiliennes, la jeunesse russe qui joue son rôle. Donc, vous comprenez aujourd'hui que, véritablement, est-ce qu'il faut avoir mal à l'Afrique ou carrément il faut réinventer. Même si l'éveil de la jeunesse africaine aussi est peut-être tardif, cela a commencé à prendre corps maintenant à travers un mouvement panafricaniste de Kémy Séba. Qui embrase tout le continent maintenant et commence à convaincre sensiblement. Voilà. Donc c'est déjà un début. C'est un début et c'est pourquoi nous sommes interrogés pour savoir si effectivement, comme nous le disons, est-ce que, par exemple, Laurent Gbagbo est-il prêt à changer de vie pour apprendre de l'histoire et non plus utiliser l'histoire? Parce que, en fait, l'impunité, c'est la marque des gouvernants ivoiriens depuis le président Houphouët-Boigny lui-même, l'impunité. En tant que politicien, vous commettez un impair, vous n'êtes pas jugé. Il y a eu la situation de Yopougon en 1992, quand la police a fait une descente dans le dortoir de la cité de Yopougon. Mais Houphouët n'a pas puni les militaires. Et ça a continué avec Bédié, et puis c'est venu au temps de Gbagbo, et puis maintenant, nous sommes au temps d'Alassane Ouattara. Alors, est-ce que ça va continuer comme ça? Nous disons que, en fait, il faut se poser la question. Il ne faut pas regarder dans le sens où nous menons les médias de l'Europe. L'Africain doit penser. Ne pas regarder dans ce sens, parce que les médias de l'Europe ont très tôt fait de nous embarquer dans la direction souhaitée par les réseaux sociaux qui les financent.
Et aujourd'hui, vous allez voir que les le... consciences sont braquées. Soit ils font, et déjà, soit ils font leur boulot, ou ils participent à la mission. Oui, et voilà, c'est cette réalité. Ouais, Gbagbo a déjà sorti un livre. Libre pour la vérité et la justice. Et déjà, c'est le pas de charge vers le positionnement à la fidélité à son idéal. Nous nous sommes dit, mais est-ce qu'il pourrait apprendre de l'histoire et non plus utiliser l'histoire? Parce que c'est un historien. Bien sûr. Qui connaît l'histoire des rivalités en Afrique, qui a choisi un symbole comme un personnage comme Soundiata Keita, mais aujourd'hui s'est retrouvé dans la situation d'un Soumaoro Kanté ou bien d'un Lassiri. On ne va pas dire Lassiri Bambara parce que on ne sait pas. Soumaoro Kanté, dans la rivalité entre Soundiata Keita et lui, dans l'Empire du Mali, il a disparu. Donc on ne sait pas s'il est mort depuis 1200 et l'année 1200 où ça a eu lieu. Et on ne sait pas s'il est mort. Vous voyez un peu. Mais on sait que Lassiri Bambara a été tué. Alassane a préservé la vie de Gbagbo. Donc ça veut dire que le modèle d'analyse qu'on pourrait prendre aujourd'hui, on devrait penser que bon, s'il est un Soumaoro Kanté, quelqu'un qui a été vaincu, qui a le droit de l'histoire avec lui, politiquement parlant, d'accord, avec tout ce qu'on voit, mais est-ce qu'il peut chercher maintenant, en tant qu'intellectuel, en tant qu'élite, à regarder derrière le paravent des faits politiques pour découvrir les ombres, c'est-à-dire les personnages qui l'utilisent, qui l'agissent pour dire, attention, je vais, au lieu d'être encore un savant en guerre, un savant en politique, c'est difficile de le lui dire. Je ne suis pas dans sa personne, c'est sa responsabilité. On laisse la question, mais est-ce qu'il peut la question posée. Je veux être un bâtisseur. Et un bâtisseur, vous le voyez dans les pays occidentaux qui nous servent d'exemple, l'ancien président se met au service du président qui est là. Ailleurs peut-être. C'est ce que nous voyons sur le en continent. Occident. D'accord. C'est ce qu'il dit. Oui. Donc, ayant cette culture mondiale, est-ce qu'il peut se le dire? Et je pense sur le continent, l'ancien président ou les anciens présidents se convertissent et deviennent je dirais, des ouvriers de perturbation du mandat du président en exercice. Parce qu'ils pensent qu'ils connaissent tout. Et surtout, ils deviennent bêtes à cause de l'argent qu'ils ont amassé. On ne fera pas usage de concepts sémantiques injurieux. Non. Parce qu'il s'agit de haut cadre. Je retire le mot bête. D'accord. Morgane, je vais partager avec vous je dirais pas une première analyse, mais la première phrase qu'a publiée Bertrand Mengletor, le directeur de la télévision TVC, ce vendredi, jusqu'à l'annonce, quelques minutes après l'annonce de la libération de Laurent Gbagbo de Charles Blé Goudé. Il met sur sa page Facebook que Laurent Gbagbo quitte une petite prison pour une plus grande prison. Doit-on lui donner raison ou... Oui. Enfin, il le dit compte tenu des conditions de détention, des conditions de libération. Vous savez, les deux ne doivent pas quitter leur commune. La commune de l'État qui les abrite sans autorisation, ils doivent se faire enregistrer toutes les semaines. Vous savez, c'est des conditions quand même, à la limite, qui n'ont rien envié à celles d'une prison normale. C'est vrai. Pour répondre à cette question, il faut simplement repartir à ce qu'on avait déjà dit, l'acquittement et la liberté sous condition. Une liberté sous condition n'est pas une liberté. Au fait, c'est une façon qu'on trouve de procéder à votre réinsertion sociale. Donc on peut être en droit de donner raison à Bertrand, qui pense que la prison est devenue un peu plus spacieuse cette fois-ci, parce qu'on est parti peut-être d'une prison plus exiguë à une plus grande prison maintenant. Et ailleurs, on vous met même des trucs électroniques au pied pour pouvoir savoir exactement où vous vous trouvez. Et vous-même, vous l'avez souligné, ils seront tout le temps suivis, ils ne pourront pas faire ci, ils ne pourront pas faire cela. Vu sous cet angle, on peut dire qu'il a raison.
raison. Mais on peut avoir un autre angle d'analyse qui veut simplement que le simple fait déjà qu'on leur permette de sortir de la prison, c'est-à-dire de l'espace carcéral, est un pas vers la liberté totale que, a priori, il devrait avoir après l'acquittement. Mais à des distances considérables de cette liberté totale dont vous parlez, parce qu'ils ne pourront pas quitter... Ils ne peuvent même pas rentrer chez eux. Ils ne peuvent pas rentrer, ça c'est même pas à l'ordre du jour. Voilà. C'est même pas à l'ordre du jour. Ils peuvent non plus quitter la commune qui les abrite sans autorisation de la CPI. C'est pour cela et ils doivent se faire enregistrer toutes les semaines. Déjà, se faire enregistrer... je ne vais même pas dire se faire enregistrer. Aller à la banque, devoir aller à la banque toutes les semaines est un problème pour certaines personnes, même si ces personnes y vont pour chercher de l'argent. Donc, si on observe cela sous cet angle, on dira que bien, il pourrait bien avoir raison. Cela reste une prison. Cela reste une prison. C'est-à-dire... Ou une presque prison. On dit qu'on veut les libérer, mais on tient quand même à les garder encore un peu. Mais un peu jusqu'à quand? Telle est la question. Oui. Jusqu'à quand? Quand est-ce qu'on finira par prendre une décision totale? La Cour dit c'est simplement pour se rassurer que le processus de décision du jury est professionnel, est effectif, répond aux critères du droit. Mais on vient à se demander si la Cour ne respecte pas le droit qu'elle-même a dit. Parce que acquittement, c'est acquittement. Il n'y a pas d'acquittement avec liberté sous condition, a priori. Voilà. Si vous me permettez, il y a quelque chose qui a été dit rapidement. Pour conclure. Oui, rébellion est devenu un droit de l'homme. J'aimerais qu'on fasse une petite nuance. Parce que on parle de right to self-determination et qui date d'une époque où les États... il y avait des peuples qui se sentaient, qui sentaient qu'ils ne faisaient pas partie de l'État, qui ne partageaient pas l'histoire de cet État et qui voulaient avoir l'opportunité de s'auto-gérer. On parlait alors de droit de self-determination, mais après les indépendances, il y a eu un processus qui a dit, ben, on ne peut plus forcément parler de cela. Et lorsqu'il y a des rébellions, la rébellion en droit international, a priori, est une rébellion. C'est-à-dire, on ne supporte pas la rébellion. Supporter une rébellion, a priori, en droit international, c'est supporter le trouble qui est créé dans un État. Alors que les relations internationales souhaitent qu'il y ait un climat de paix pour permettre à chaque leader de diriger effectivement son État. Très bien. Et si on peut parler d'officialisation ou non de ces rébellions dont vous parlez, vous savez, ce fait cache aussi beaucoup d'autres intérêts. Effectivement. Vous n'êtes pas sans savoir que les nombreuses rébellions que sur le continent africain et ailleurs aussi sont de véritables marchés d'écoulement d'armes et autres. Je ne vous apprends rien. Docteur Raymond Assogba, c'est tout pour ce débat. Il faut poursuivre tes analyses, il faut chercher. Ce dont je te parle, il ne s'agit pas d'une présomption. Aujourd'hui, en droit international humanitaire, partie du droit public international, la rébellion est un droit de l'homme. Il y a des conditions, des critères qui ont été élaborés. Merci, docteur. Non, il faut que vous le dites, parce que vous les Africains, vous avez peur des mots. Rentrez dans les mots et regardez les réalités. Et c'est ça justement qui fait notre courte vue. Là où, quand c'est une analyse des Occidentaux, nous sommes les champions à faire des commentaires. Il faut faire attention à ce dont je vous dis. Merci, docteur. Etc. Je vais dire que, en fait... Quelques secondes. Non, parce que laisse-moi, il a fini, donc laisse-moi ma partie. Oui, je vais dire en fait que... C'est complètement terminé. Et la prophétie de Congo est entrée en action depuis près de 22 ans, 23 ans, le 15 mai 1997. Et le rayonnement de la Côte d'Ivoire a été prévu depuis les marabouts à ce niveau. Aujourd'hui, je me dis que les Ivoiriens, les leaders ivoiriens doivent regarder vers l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, du temps de Nelson Mandela, c'est terminé pour le qui a offert, du temps de Nelson Mandela, qui a offert des manières d'intégrer tous les citoyens à la vie nationale. Et donc je peux dire que aujourd'hui, les autorités ivoiriennes peuvent essayer de casser la baraque
en mettant en œuvre les conditions d'un retour de Laurent Gbagbo sans attendre des millénaires. Bon, merci. Puisque vous m'avez cité, je m'arrête là. Et merci. Je remercie. Merci, docteur Masogba. On va y revenir, assurez-vous. On a beaucoup d'autres points à aborder, toujours à propos de cette libération de Laurent Gbagbo, de Charles Blé Goudé. Quel pays a accepté d'accueillir Charles Blé Goudé? On pourra en parler. Et tout compte fait, une chose est très sûre, le camp Ouattara peut dormir en paix. Laurent Gbagbo ne peut en aucun cas mettre pied en Côte d'Ivoire. Donc, le camp Ouattara peut se la couler encore douce et même prétendre, comme j'ai eu à le lire à la une de certains médias, à un nouveau mandat. Qui sait? Allez, c'est tout pour ce numéro de décryptage.